Okay, so welcome everyone to the 2021 CSSH webinar series. My name is Emma Whalen and I'm helping to coordinate the series this year. I'm a sociologist at Dalhousie University in Halifax, Nova Scotia. So to start with the land acknowledgement, Dalhousie University is located in Mi'kma'ki, the ancestral and unceded territory of the Mi'kmaq. We are all treaty people. We're very excited to have a great slate of speakers lined up for you, basically one a month through the spring. So watch for our March and April webinars as well. And now I'm going to turn it over to Ivy Bourgeau, who is moderating the webinar today, to introduce our esteemed speaker. Ivy. Thank you so much, Emma. It's a real pleasure to be able to introduce a colleague, Dr. Patrick Castel from Sciences Po in France. And Patrick is the research director of the Fondation Nationale des Sciences Politiques. And he was promoted to that position quite recently. Patrick's work lies at the crossroads of the sociology of organizations, the sociology of professions, which is the work that we've done together, and the sociology of science. I'm really pleased to have Patrick here, so I'll pass it over to you. Thank you, Emma. Thank you, Ivy. So I will do my talk in bilingual manner. So my slide will be, when my slide will be in English, I will talk in French and vice versa. Donc je vais commencer en français. Je vais vous présenter un travail de recherche, un petit livre qu'on a écrit avec trois autres collègues, deux du CSO, Olivier Boraz et Henri Bergeron, et un autre de l'INRA, qui est un organisme de recherche spécialisé dans les études sur l'agriculture et l'alimentation. On a écrit un petit essai qui est sorti à l'automne dernier, en octobre. Donc c'est clairement pas un ouvrage de recherche, on continue notre travail de recherche sur la gestion du Covid. Mais on avait fait quand même une quarantaine d'interviews qu'on a continué à mener depuis la sortie du livre. On a lu beaucoup, évidemment, il y a eu beaucoup de choses qui ont été publiées, à la fois à l'international et en France. Et cet essai visait à essayer d'éclairer, de nous donner un peu on était un peu comme le reste du monde, je pense, sidéré par le confinement, la vague pandémique. On avait besoin de trouver du sens un peu aux décisions qui étaient prises. Donc, on a, en parallèle des entretiens qu'on a menés par Zoom, on a aussi relu la littérature sur les crises et sur les décisions et sur les organisations. On vient d'obtenir un financement par l'Agence nationale de la recherche pour conduire cette recherche, et je vous présenterai quelques éléments à la suite, à la fin de cette présentation. Ce travail et ce petit essai a été guidé d'abord par des surprises, parce qu'en fait, le gouvernement français ne s'est pas appuyé sur les dispositifs existants de gestion de crise. Je reviendrai dessus en anglais dans quelques minutes. Il n'a pas activé les procédures qui étaient prévues pour gérer ce type de crise. Et à l'inverse, il a créé de multiples nouvelles organisations qui se sont déployées à côté des agences sanitaires et des structures existantes. L'autre surprise, évidemment, c'est le confinement, qui n'était prévu par aucun plan, même le plan variole, la variole est donc c'est un agent pathogène hautement infectieux, ne prévoyait pas le confinement comme solution. Ça a été adopté sans qu'on ait aucune idée, et aucun gouvernement n'en avait vraiment, sur les conséquences sociales, sanitaires
et sur l'efficacité de cette mesure. Quatrième surprise, le fait que les hôpitaux ont réussi à se réorganiser alors que les hôpitaux sont en crise, les hôpitaux français sont en crise depuis de longues années, avec autour des moyens alloués. Ce n'est pas propre à la France, je pense que de nombreux pays rencontrent ces éléments-là. Et quelques semaines avant l'avènement de la pandémie, il y avait une crise majeure dans les hôpitaux avec de nombreuses manifestations. Or, dans ce contexte très défavorable, les hôpitaux ont réussi à se mobiliser et finalement, malgré évidemment de grandes difficultés, ont réussi à absorber cette première vague. Et quand on a fait pas mal d'entretiens, donc là on a fait une trentaine rien que dans les hôpitaux, et puis après les autres étaient plutôt dans l'administration, tous les médecins qu'on a rencontrés ou les cadres de santé étaient finalement, avaient une perspective assez ambivalente par rapport à cette expérience, c'est-à-dire qu'ils disaient que c'était à la fois la meilleure et la pire de leurs expériences professionnelles. Mais aussi la meilleure parce qu'ils nous disaient qu'ils avaient vécu finalement pendant les 2-3 mois du confinement strict qui ont été menés en France, ben finalement ils avaient eu un niveau de coopération entre eux, y compris entre spécialités qui ne s'appréciaient pas nécessairement, à un niveau inégalé. Donc ça aussi, c'était une quatrième surprise. Le livre se compose de trois chapitres, donc c'est un court livre, hein, c'est 130 pages. On l'a écrit dans un style pour qu'il puisse être lu pas que par des sociologues, même s'il s'adressait bien sûr aussi à notre communauté. Et de fait, il a, à notre surprise, finalement, il a beaucoup circulé, y compris dans les administrations. Du coup, on a été pas mal interrogés à la fois par des journalistes, mais aussi présenter des résultats dans les administrations. Donc, il y a trois grands chapitres, enfin 3 chapitres. Le premier, c'est celui que je vais vous présenter maintenant en anglais sur l'impréparation et ce qu'on appelle la panique des élites, en s'appuyant sur des travaux de Dick Clark, spécialiste de gestion de crise. Le deuxième, c'est sur la coopération et la coordination. Et le troisième, c'est un chapitre sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon pour le futur. Now, I switch to English. So, Jean-François Delfraissy is the president of the French Scientific Council. This is an advisory board which was created on March the 10th by the president and to advise Emmanuel Macron. And he declares, so Jean-François Delfraissy declared in Le Monde, the famous French journal, that the lockdown was not the best, but the only possible solutions. And we were struck by how that declaration echoes Alice Graham Allison's famous analysis of the Cuban Missile Crisis, which was, in retrospect, whatever is finally chosen generally seems the only appropriate choice. And Graham Allison and many other social scientists have warned us against the temptation to settle for narratives like Delfraissy's that present decisions as purely rational and encourage sociologists, historians, or political scientists to deconstruct them. And in fact, many forces are currently working to establish the legitimate historical narrative of the crisis management. The stakes of imposing the truth are colossal, including institutional, academic, professional reputations, and even legal risks. I must be clear, we have a comprehensive approach. So in this book, we assume that faced with the same constraints, we would probably have made the same decisions as the actors involved. But unlike the official accounts, social science analyses are able to draw real lessons from the crisis
And our hope in this book is that such analysis help to avoid such a situations and the decisions that were made as a response occurring again. Warning systems were triggered in January in France, so no one can say that the threat was overlooked. And we hypothesize that there was no negligence of the French state and French experts, but rather an excess of confidence. And we draw on two sociological concepts to explain this overconfidence. The first one is organizational drift, drawn from Diane Vaughan's famous book. And the other is the concept of treacherous risk scélérat, which is very difficult for me to pronounce in English. And the concept of treacherous risk was conceptualized by François de Dieu, one of our co-authors, when he studied the French storm in 1999. These two mechanisms and the decision not to activate existing plans led mid-March to an elite panic and the decision to lock down the entire country, while only the Parisian and the eastern region of France were hit by the pandemic. So in France, just to give you an idea about how the crisis management is organized. So in France, emergency management set up in several ways, following terrorist attacks, following SARS, following the 2003 heat wave, and several natural disasters and major industrial accidents. Since 2012, it is organized around the National Coordination Body, which is the Interministerial Center of Crisis. This body, the CIC, is headed by the Prime Minister, but it positions within the Ministry of Interior. In the CICs, there are several organizations in charge of communication, anticipation, decisions, and the whole organizations were renewed in 2019, so a few months before the pandemics. The backbone of emergency management in France is the Sécurité Civile, equivalent to civil defense. It is composed of a central service at the Ministry of Interior and emergency services on the ground under the authority of préfet. Regarding pandemics, a first plan was established in 2004 after SARS and the 2003 heat wave. This heat wave revealed major flaws in information systems from field services, from hospitals and funeral homes to central governments. And the plan was modified several times, and the latest version dates from 2011, following the H1N1 flu pandemic of 2009. Yes. However, and that was already mentioned, the pandemic plan was not activated. And the CIC was activated only the day of the lockdown, so it did not take part in the decisions that was taken mainly by the president in relations with the prime minister, the health minister, and the scientific council that I mentioned before. The scientific council played a very influential role, since to our knowledge, the president and the prime minister were not convinced at the time that a lockdown was needed. So they play a major role. And our hypothesis is that the government has ended up getting used to the pandemic risk, which has never really come to the territory since the conception of these measures and plans. In addition, the risk of a pandemic has been overshadowed by the risk of terrorism in recent years. For instance, the so-called white plans prepared to handle a massive influx of patients in hospitals have been designed to accommodate victims of terrorism
or natural disaster in hospitals, but the hospitals had not prepared their staff for the influx of contagious people. As a result of all this, there has been a slow erosion of resources and attention to pandemic risk. It must be added, and this is fundamental, that through a phenomenon of organizational drift, the French state found itself without sufficient masks at the end of February to protect the population. Furthermore, the unit in charge of emergency crisis management had been disarmed after the recent fusion of 3 public health agencies. To sum up, although France had devoted cognitive and financial resources to the management of pandemic risk at the beginning of the 21st century, it was not the case anymore when the threat of the COVID emerged in France. The second mechanism we draw on the concept of treacherous risk to understand another mechanism behind the lack of reaction by the French state and French experts. François de Dieu, who wrote this book with us, wrote a previous book on the management of the 1999 storm in France. He defines this storm as a treacherous risk to describe the false familiarity this storm had with other less severe weather events. And the actors realized too late, the exceptional character of this storm. In the same vein, French experts did not believe the COVID threat was serious. And when it became serious in early March, it was too late. This overconfidence may be explained by the fact that previous epidemics, such as SARS, Ebola, H1N1, had not produced significant effects, which made France believe that its health system was ready to handle highly infectious disease. Furthermore, the first 3 clusters in France at the beginning in February were quickly controlled, giving the impression that if further outbreaks occurred, they could be contained. There was also a lack of screening capacity, and only highly symptomatic patients who had been in contact with people returning from China were being screened in January and February. And asymptomatic and post-symptomatic COVID patients were under the radar. And many symptomatic patients were considered as flu patients in February. This is what happened on the aircraft carrier Charles de Gaulle, where the majority of the crew was hit by COVID. For several days, the command had thought that it was a flu episode, as so common at this time of year. Specialist confidence wavered from the moment Italy was hit hard. They became aware of the threat when hospitals in the Alsace region and hospitals in Paris were overwhelmed at the beginning of March. All that was left was the White Plan to deprogram surgeries in order to relieve the intensive care units. The White Plan also made it possible to recall professionals on holiday and to mobilize the health reserve. Another hypothesis that explains the lack of attention given to red flags is related to government activity. At that time, the government was engaged in dealing with other issues, such as the pension reform, that was supposed to be the highlight of President Macron's 5-year mandate. And it was highly contentious among the French populations with many strikes. And also the government was preparing for the municipal elections, which were the first local test to assess the influence of the presidential party. Up to early March, authorities and their experts did not believe in the gravity and severity of the threat and considered France was ready, both in terms of emergency management and at the level of hospitals. On March the 5th, the president brought together some 30 experts to discuss the health situation, but they were not really worried. They were concerned, but not worried.
The following weekend, some hospitals were overwhelmed by COVID patients. And Jean-François Delfraissy, a famous immunologist, called the president to warn him about the threat. Delfraissy had played an important role in the AIDS epidemic and had been part of recent task forces on Ebola and Zika. And he headed a research network on emerging disease. So mainly a scientific background. On March the 10th, the Scientific Council was created around Jean-François Delfraissy, with about 10 members, mainly doctors and epidemiologists. Without the capacity to screen widely, authorities lacked sufficient data to accurately measure the epidemiological situation in France. And two influential members of the Scientific Council, an intensive care and an infectious disease specialist, both worked in one of the major research hospitals on the front lines of the epidemic. At the time the decision to lock down the country was made, these hospitals were overwhelmed by critical cases and their doctors and nurses were frightened and stressed. This reinforced the dominant cognitive framework, which was that the epidemic was a medical problem, that the sickest required intensive care units and that the hospitals must be protected against the risk of being overwhelmed. Moreover, two other members of the council were members of the celebrated Pasteur Institute, and they had alarming modeling predictions at their disposal that made the forecast of the Imperial College in London seem very credible. Let's notice that this forecast had been taken with caution and even a little mistrust a week earlier during the 5th March meeting. Finally, the choice was made not to take the possible consequences of the lockdown into account, since no concrete information existed about what this might be. The president is supposed to have said, if we don't do anything, in 1 week, we are gone. They had no time to adopt a stage response. They must save the hospitals at all costs. It was said by the president. And a national lockdown, like the ones implemented in China and Italy, seems the only possible response already suggested by Ferguson in this report. Then I switch to français. Comme je vous l'ai dit au début, les spécialistes de la gestion de crise le savent, la gestion de crise, c'est avant tout une question d'information et de coordination. Or, ce qui nous a frappé dans le cas français, qui n'est pas totalement isolé, hein, le comité SAGE en Angleterre aussi a été un comité ad hoc créé pour gérer la crise. Mais en tout cas, dans le cas français, donc le gouvernement a passé son temps à créer des nouvelles organisations pour gérer la crise et ne s'est pas appuyé sur les dispositifs existants. Et à l'inverse, localement, on a pu observer des coopérations entre des acteurs qui, jusqu'à présent, ne coopéraient peu. Par exemple, en France, je ne sais pas si c'est la même chose au Canada, mais il y a une compétition et des relations très complexes entre les anesthésistes et les réanimateurs. Or, pendant cette crise, même si ça n'a pas toujours été très facile, hein, quand on l'a vu dans les entretiens, ils ont quand même coopéré pour prendre en charge ces patients. J'y reviendrai. Et donc, vraiment, un grand étonnement, c'est ce qu'on appelait une frénésie organisationnelle, c'est-à-dire que le champ du système de santé français est saturé d'organisations expertes, d'agences, de hauts comités, de hauts conseils à la santé publique. Et quand la crise apparaît, le gouvernement, donc non seulement n'active pas ni le plan pandémie, on pourra y revenir dans les questions qui avait été prévu en 2011, ni la CIC, donc le Centre interministériel de crise, mais il va créer ce conseil scientifique directement à sa main,
pour le conseiller dans les premiers mois. De plus, on a pu avoir des documents, et depuis il y a eu des rapports dessus, même s'ils n'ont pas été rendus publics, mais on a eu accès à ces rapports, qui ont documenté l'idée que la gestion de crise n'a pas arrêté de se réorganiser tout au long de la crise, justement pour régler ces problèmes de coordination, notamment la coordination entre le ministère de la Santé, qui a géré la crise de son côté, et les autres ministères. Et tout au long de la crise, il y a eu des problèmes de coordination au plus haut niveau entre les ministères. Donc, on a utilisé un concept qui avait été forgé par Michel Crozier en 1963 sur le cercle vicieux bureaucratique, qui veut dire finalement, dès qu'on a des problèmes de coordination, en tout cas les Français, les élites françaises ont tendance à créer de nouvelles organisations, pensant que créer des nouvelles organisations, créer de nouvelles règles, ça va favoriser la coopération. Or, en tant que sociologue des organisations, comme Ivy m'a présenté, effectivement, on essaie de montrer que ce n'est pas les structures formelles qui suffisent pour assurer cette coordination. Donc le cas du conseil scientifique est exemplaire de cela, c'est-à-dire que c'est vraiment typique de la gestion de la santé publique en France, où la plupart des créations, des grandes créations ou des grandes lois de santé publique ont toujours été finalement décidées par un ministre, un président et une petite élite médicale autour de lui. C'est ce qui s'est passé dans la gestion de la crise de la Covid, pendant la première partie au moins de la crise, parce que j'y reviendrai, évidemment, ça a évolué. Et on s'est demandé pourquoi, finalement, pourquoi ce réflexe de créer, évidemment, et on s'est appuyé sur le fameux ouvrage d'Allison, on sait que c'est un réflexe dirigeant de créer finalement des organisations en dehors des plans prévus, car c'est une manière d'espérer gagner en capacité de décision autonome. Parce que si on convoque les organisations prévues, si on active les procédures, eh bien, en tant que dirigeant, on peut être un peu stressé parce qu'on perd de capacité de décision autonome. Dans la crise des missiles de Cuba, Allison décrit un moment comment Kennedy panique quand il voit que finalement, en activant un plan, il prend conscience que du coup, la décision lui échappe. Et il voulait finalement, un peu comme Emmanuel Macron, qui voudrait être dans les services de réanimation et prendre des décisions à leur place, de même, Kennedy voulait être sur les porte-avions pour être sûr que les porte-avions ne tirent pas sur les homologues russes. Donc, cette création un peu autonome, c'est un réflexe qui se retrouve dans l'histoire des crises. Toutefois, et à la différence justement de la crise des missiles de Cuba, le conseil scientifique s'est caractérisé par une très grande homogénéité des acteurs. C'est-à-dire que c'était vraiment surtout des médecins et des épidémiologistes, donc il y avait une vision très biomédicale de la crise. Alors que si on regarde l'ex-com de Kennedy, on voit que justement il avait tiré des leçons de l'échec de la baie des cochons pour organiser finalement la confrontation d'avis divergents. Dans le cas du conseil scientifique, on fait plutôt l'hypothèse qu'il y avait une homogénéité. Et de fait, c'est lors des auditions en juin, quand il y a eu des auditions parlementaires suite à la première vague, dans les témoignages, les membres du conseil scientifique disaient, mais finalement, nous, on était tous d'accord, il y avait un consensus, et puis c'est quand on sortait qu'on ne se rendait pas compte qu'on était
que tout le monde ne partageait pas notre avis sur la situation. Toujours est-il que la création de ce type de conseil ad hoc, on n'a pas d'avis normatif là-dessus, hein, mais ce sera important de faire le bilan, et dans plusieurs pays, dans d'autres pays qui ont fait la même chose, hein, qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd en créant ce type de décision, d'organes de décision autonome ou de conseil autonome. Dans le cas du conseil scientifique, et ils l'ont dit finalement à travers une note que le président a écrite au Premier ministre, finalement il y a manqué de capacité de mise en œuvre, en étant finalement tellement resserré autour d'acteurs qui n'étaient pas représentants d'organisations. J'ai oublié peut-être de préciser ça, c'était des médecins intuitu personae, donc ils n'avaient pas, à part l'Institut Pasteur, ils n'avaient pas derrière eux des administrations capables de leur apporter des informations. Donc on manque à la fois d'informations, on manque de capacité de mise en œuvre. On peut avoir un effet de position dans la mesure où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les membres du conseil, certains des membres du conseil scientifique étaient directement reliés aux hôpitaux les plus touchés, et donc finalement on pensait que la vague allait toucher la France entière. En fait, ça a quand même été lors de la première vague que certaines régions qui ont été durement touchées. Bref, on s'expose au risque de groupthink tel que Janice, un psychosociologue, l'a thématisé. Créer aussi de tels conseils, c'est aussi une forme de naïveté de la part des gouvernants, parce qu'ils pensent finalement échapper aux relations de pouvoir avec les administrations instituées, mais en fait, on n'échappe jamais aux relations de pouvoir quand on est dans une situation d'action collective. Et de fait, les relations entre le conseil scientifique et le gouvernement n'ont cessé de se tendre et de se distendre à mesure finalement que la crise évoluait. Récemment, il y a quelques semaines, le président du conseil scientifique a mis en rage Emmanuel Macron en prenant la parole sur une célèbre télévision pour dire qu'en fait, un troisième confinement était inévitable et qu'il fallait le faire le plus vite possible. Emmanuel Macron a finalement retardé ce troisième confinement qui arrivera peut-être. C'était les nouvelles du jour, mais en tout cas, il s'est senti, apparemment, il était très, très énervé. Donc, on voit bien que finalement, même qu'on crée une nouvelle entité, on n'échappe pas aux relations de pouvoir. Et inversement, le conseil scientifique, lui, au début, a finalement été peu contesté la décision de maintenir les élections municipales quand il était au cœur du réacteur, quand il était en lien direct avec décideurs, et à fur et à mesure que la crise est devenue multipolaire et a été gérée par d'autres acteurs, quand la CIC a été activée, alors les critiques ont pu un peu plus s'exprimer par rapport aux décisions gouvernementales, parce que les relations d'interdépendance étaient relâchées. Donc, on a cet exemple-là, et l'autre exemple que j'avais commencé à vous dire, c'est sur la coopération à l'intérieur des hôpitaux. Donc, on a eu un niveau de coopération dans les hôpitaux qui est assez inédit, et pour ceux d'entre vous, celles ou ceux d'entre vous qui travaillez sur les hôpitaux, vous savez à quel point les hôpitaux sont des organisations qui, comme d'autres organisations, sont traversées par des conflits entre professionnels. Le discours à la fois des médecins, parce que je vais rassurer Ivy, on a surtout parlé des médecins et des hommes plutôt que des cadres de santé et des infirmières ou des médecins femmes dans cette affaire. Les affaires de genre ont été... la domination masculine a été maintenue. Donc les médecins ont présenté finalement cette coopération comme le résultat de l'éthos professionnel et le sens du devoir. Donc évidemment, il doit y avoir en partie de ça. On ne va pas, heureusement, les professionnels gardent un certain ethos, mais ce n'est pas suffisant pour expliquer la coopération.
C'est pas suffisant parce qu'on a observé que là, finalement, ils ont coopéré sur le soin, mais en revanche, ils ont été en concurrence et en conflit sur la question de la recherche clinique, par exemple. En fait, on a identifié quatre conditions qui ont expliqué le niveau de coopération pendant cette phase. D'abord, le management a laissé finalement les médecins organiser la réponse. Et ça, c'était finalement une nouveauté. Comme je vous l'ai dit, les hôpitaux étaient marqués par des conflits liés au renforcement de la ligne managériale à l'intérieur des hôpitaux. C'est une tendance qu'on retrouve dans d'autres pays occidentaux. Là, alors, à l'arrivée de la crise, finalement, le management était dépourvu et il a laissé les médecins organiser l'hôpital. Le président Macron a dit que finalement, quoi qu'il en coûte, on prendrait soin des patients et donc tous les acteurs des hôpitaux ont compris que le quoi qu'il en coûte, finalement, il n'y aurait plus de limite budgétaire tant que, évidemment, les demandes étaient raisonnables. Et de tous les entretiens qu'on a eus, effectivement, ces demandes, aucun dirigeant n'a pensé que ça ne l'était pas. Troisième condition, vous le savez aussi, sans doute, les chirurgiens, chaque année, au moment des épisodes de grippe, il y a des conflits parce que les personnes qui souffrent de grippe ont besoin d'être prises en service de réanimation, en manque de lits de réanimation, mais les chirurgiens veulent continuer à opérer les autres patients. Donc, c'est des enjeux un peu conflictuels dans les hôpitaux récurrents. Or là, en mars, donc à partir du confinement, on a arrêté toutes les activités non urgentes. Il y a eu des activités minimes sur le cancer ou sur certains problèmes cardiaques, mais tout a été réorganisé autour du Covid. Donc, il n'y avait plus ces conflits autour des lits et des liens entre chirurgie et anesthésie ou réanimation. Dernier point, au tout début de la crise, on a des récits où les professionnels, dans un réflexe qu'on connaît, finalement, étaient en concurrence pour traiter les patients Covid. Quand c'était une nouvelle maladie, ils espéraient pouvoir finalement prendre en charge ces patients. Mais très vite, comme je vous l'ai dit, les hôpitaux ont été submergés de patients. Donc il n'y a plus de compétition pour finalement attirer les patients. Évidemment, la deuxième vague, même si on ne le traite pas dans le livre, ces conditions ne sont plus les mêmes et c'est beaucoup plus conflictuel à l'intérieur des hôpitaux parce que d'une part, les chirurgiens ont vu que c'était quand même un certain nombre de personnes très âgées qui étaient touchées et qu'ils ne voyaient pas les raisons pour nécessairement arrêter d'opérer des patients, par exemple, plus jeunes ou qui auraient d'autres pathologies. Même des réanimateurs ont commencé à se poser des questions. Donc, il y a eu beaucoup plus de tensions sur la gestion des ressources lors du deuxième confinement. Le management est revenu et a été un peu plus regardant sur les dépenses. Donc le troisième chapitre, et j'irai vite avant d'arriver à la conclusion, et je resterai comme ça nous laissera un peu de temps pour la discussion. Donc dans ce livre, on finit par demander, finalement, on encourage de repenser la préparation aux situations de catastrophe. Il faut d'abord repenser les questions des retours d'expérience. J'y reviendrai, mais jusqu'à présent, on est quand même assez inquiet parce que on sent qu'il n'y a pas beaucoup de velléité au plus haut sommet de l'État de mener de vrais retours d'expérience. Je reviendrai juste dans quelques minutes.
les exercices de préparation aux crises, et ça c'est notamment Olivier Boras qui l'a beaucoup observé, et aussi François Dedieu qui sont spécialisés à la gestion de crise, finalement sont très peu adaptés pour un ensemble de points que éventuellement je pourrais dire dans la séance des discussions, sont très peu adaptés à préparer les gens à ce genre de crise. Donc ce pour quoi on milite, c'est de mettre vraiment, d'essayer de sortir de cette idée que les crises sont singulières. Évidemment, chaque crise a sa singularité. On ne va pas. La crise du Covid, évidemment, c'est depuis la crise de la grippe espagnole, c'est sans doute la plus forte pandémie, mais il y a le sida entre-temps qui a causé encore plus de morts, hein, mais sur un temps plus long. Mais en tout cas, c'est l'une des très grandes crises des 100 dernières années. Toutefois, on pense, et on a des raisons de le penser, qu'on gagnerait à les mettre en série et à comparer, parce qu'il y a des choses à gagner en comparant toutes ces crises, et notamment dans les problèmes, mais aussi les solutions qui sont expérimentées par les acteurs. Et le deuxième grand point, et après je finirai ma conclusion, c'est on encourage nos dirigeants, je ne sais pas ce qu'il en est dans le cas du Canada, mais les dirigeants français, notamment ceux qui sortent de l'ENA, qui sont appelés à être les futurs ministres ou présidents direction d'administration, ne sont pas formés à la science. On ne veut pas en faire des scientifiques, évidemment, ce serait idiot. Mais en revanche, qu'ils comprennent la démarche scientifique et notamment l'importance de l'incertitude et la difficulté aiderait sans doute à une meilleure interaction entre les experts et les décideurs politiques dans ce cadre de crise. Là, on voit que le gouvernement n'a pas cessé de s'appuyer sur la science en disant la science a dit que, quand il voulait finalement se déresponsabiliser, ou au contraire, des moments quand certaines options des experts leur déplaisaient, finalement, balayaient d'un revers de main. Donc, il est très important, à notre sens, de former ces élites à une compréhension de ce qu'est la science, y compris, et surtout essentiel, l'incertitude, tout ce qui est les unknowns de la science. Et deuxième point, les former à la question de la coopération et espérer qu'un jour, ils ne croient plus qu'en créant des organisations, ils vont régler les problèmes de coopération. Deux derniers slides sur la conclusion, où je vais repasser en anglais. Crisis management in France is traditionally the realm of the state, which claims a monopoly on these matters. And this leads to a centralized decision-making process around the préfet at the local level and the prime minister and president. In the current pandemic, the government deviated from this system by exaggerating its characteristics. It was an extremely centralized system around the president. The Interministerial Coordination Center was overseen by the Ministry of Interior, and it saw an increase in the number of organizations it houses and simultaneously a decrease in the degree of autonomy granted to the different ministries, in contradiction with the principle of subsidiarity, which lay at the basis of the emergency response system. And this centralization led the different levels at the administration to spend a considerable amount of time producing and sending data to fit the new organization instead of focusing on their own problems. It also encouraged the lower levels in this administration to systematically look to their superiors for validation, rapidly clogging the whole system. And as this command and control approach rests on a small number of experts and policymakers at the central level, it has no knowledge of how their decisions will actually be implemented. As we say in France, l'intendance suivra, so the stewardship will follow.
And this is a current feature of policymaking in normal times, but is particularly destabilizing in the crisis situations. And no efforts have been undertaken to draw lessons from the current handling of the pandemic. If I insist on this point, it's because the lack of interest by the government in producing knowledge on how different organizations manage the crisis implies that these forms of cooperation will be lost and forgotten. And this reveals a limited understanding of what makes for corporations, apart from the definition of formal rules. And my last slide before your question and discussion is about a research agenda. The first is obvious. We need an international comparison. We need international comparison, which will be difficult because the data are not exactly the same from one country to another. The institutional and organizational context is also different from one country to another, which affects the dynamics of propagations and the effectiveness of the mitigation measures. We ask ourselves, how can it be explained that most European countries, with the possible exceptions of Germany during the first wave, at least, were surprised by the pandemic, even though these countries had plans against this type of risk? It will also be necessary to compare mass management and screening policies and now vaccination policies. We wonder if the biomedical approach of the pandemic in France and the weakness of the public health visions is found in other countries. In France, the indicators varied greatly during the crisis. R0, hospitalization rate in intensive care units, hospitalization rates in normal units, incidence rates, rate of wastewater contamination, rate of test positivity, and so on and so forth. This is the case elsewhere, and more fundamentally, what did this indicator-based management do to the management of the crisis? Hospitals had been overwhelmed by COVID patients, but decision makers and citizens were overwhelmed by data, predictions, graphs. And our project will continue to focus on France, but we are in contact with foreign teams to make comparisons. And we want to see how organizations manage the crisis over time and compare the types of organizations: fire brigades, which are emergency units in France, municipalities, central administrations, care homes. Hospitals managed to overcome the first wave, but now it's become difficult with the long-term crisis. Firefighters have been marginalized from the beginning, but they are struggling to participate in crisis management beside health professionals. Cities have had conflictual relations with the central government from the beginning, but these relations are still evolving. And finally, my last word is about, we were struck by the lack of lessons learned from AIDS. While AIDS doctors have been highly mobilized as experts on the COVID epidemic, associations have not been mobilized. They were very surprised themselves because they believed that they had acquired a place in the health system and thought they had a role to play in the strategy of prevention and promotion of health and protection of vulnerable people. But more generally, it is a system of health democracy that has been put to the test by this crisis, and for the moment, it has largely been floated in favor of an elitist and medical and technocratic management. Even the achievements of health promotions in terms of empowerment and communications have been neglected in favor of archaic communications based on fear and stigma. Thank you for your attention. Thank you so much, Patrick. What an amazing presentation and so much rich data. And as the moderator, I want to encourage folks to post questions. They could do that in the chat. You could also unmute yourself and pose the questions directly to Patrick. And I also want to highlight sort of a question that I've posted, because
this impact in terms of the frenzy of organizations. I'm curious about the, because there's this notion of state capacity, and sometimes the state doesn't have the capacity and the knowledge to manage these issues. But this frenzy of organizations, it also has the, the side effect of being able to just disperse blame. Yeah. And so I was wondering whether or not there was something about that. And then who was the member? What was the membership on these committees? Because although much has been made, has been argued in Canada about how we've had many women, in key decision-making roles, that's not actually true. The committees that were making, that were providing advice to the premiers had very few women, and there was this tension between business interests and healthcare interests. So there's a few things there, but I'm really curious about these layers. Yeah, there's not many women in the scientific council, for sure. And these were mainly medical men and epidemiologists. At the end of March, they welcomed the president of the High Council for Public Health, but he was quite isolated, and it is really after the main decisions has been taken. So public health, in a way, or what we would say promotion of global health, or health promotion. So sorry, all these people were back sidelined, and they were really angry at it. So it was really epidemiologists with model, and they are still deciding about the pace of the crisis management. I think why the Emmanuel Macron he was, we think, and we have gathered some other interviews that confirm this hypothesis. Emmanuel Macron and his government are very distrustful towards administrations, and this has to do probably with their ethos, with their more new public management, and they believe in small entities that are agile, and so maybe this is part of it. And the other part of it is that when Emmanuel Macron was elected in 2017, there was a major storm, Irma storm, and it was it was diagnosed that the CIC had failed and the administration had failed, and so this reinforced their distrust towards administration. But what is puzzling is the difficulty. We may understand why, when there was this panic, because suddenly in 10 minutes, in 10 days, as Macron said, in 1 week we are gone if we do not lock down the country. So it was a panic. So we may understand that they needed some people he trusted around, but what is puzzling is this has not evolved around the crisis. He could have opened up a little bit the composition of the scientific council to bring economists, to bring people with mental health specialists, or to bring pediatricians and so on. And they still stick to this very elitist medical expertise. And when there was some issues about vaccination and so there was some data that says that French won't want to be vaccinated and so on and so on. And then he created a small
committee with 35 people that are selected on, I don't know, 45 citizens, and all along this crisis, it's really puzzling how they created new organizations, and that's very difficult now then to coordinate all the stuff. Very interesting. Yes, I think there's some other questions. So, Carolyn, I think you had posed a question, and then we'll go to Emma. Sure. Donc, merci beaucoup de votre présentation. Vous avez parlé un peu des carences dans les pratiques de gestion de crise qui ont été entreprises par le gouvernement. Et comme nous voyons dans plusieurs crises, c'est vraiment la mobilisation et la coopération de la main-d'œuvre et au niveau des organisations qui compensent pour les lacunes de la réponse au niveau des systèmes. Donc, le ressort et le renforcement du système se fait de bas en haut plutôt de haut en bas. Donc, je me demande si vous avez des recommandations peut-être de comment on pourrait nous assurer que les pratiques prometteuses et que les leçons apprises qui sont au niveau des organisations informent nos actions futures. Ouais, ben, c'est tout l'enjeu. Donc le livre a été beaucoup lu à notre grande surprise. On n'a pas l'habitude que des livres de sciences sociales soient lus, surtout par des hauts fonctionnaires. Et donc à chaque fois qu'on est interrogé, on a été interrogé par des différentes commissions, à chaque fois on insiste dessus sur cette nécessité de ne pas limiter les retours d'expérience aux contrôles parlementaires qui sont en général des contrôles à charge, très politiques. Évidemment, le Parlement a un rôle démocratique à faire, c'est pas du tout notre... Mais si ça se limite à ça, les enquêtes parlementaires, c'est pour pointer des culpabilités individuelles ou telle organisation qui a failli, etc., et pas en tirer des réponses systémiques. Et surtout, on va se centrer sur ce qui n'a pas marché et moins sur ce qui a marché. Donc, nous, c'est un peu ce qu'on passe notre temps à faire depuis que le livre est sorti. Et c'est notre objectif de ce projet de recherche qu'on va faire vraiment au niveau local pour faire remonter, réémerger toute cette connaissance des acteurs, comment ils ont réussi, alors que vous savez peut-être en France, il y a eu un problème de masque, où on nous a dit pendant un moment, on n'a pas de problème de masque. En fait, si, il y avait un gros problème de masques, et donc les acteurs sur le terrain avaient besoin de masques, et ils se sont débrouillés pour en fabriquer, etc. Et donc il y a eu toute une imagination collective pour aller chercher pour les associations pris en charge des populations vulnérables qui n'étaient pas du tout dans le paysage de la gestion de la crise. C'était vraiment, ils les oubliaient, les migrants étaient totalement... On n'a plus parlé de migrants en France, alors que c'est normalement un sujet politique très... et qui revient maintenant que... donc, vraiment, je pense que c'est au rôle des sciences sociales et sans doute des associations qui font aussi un travail de... On est en contact avec des associations, de faire remonter pour essayer de garder ça. On a été en contact avec un chercheur en éthique qui s'appelle Emmanuel Hirsch, qui est assez réputé et qui, lui aussi, avec son équipe, essaye de rassembler toutes ces innovations locales pour que ce ne soit pas oublié. Mais c'est vrai que les forces pour l'oublier vont être très fortes, parce qu'on veut justement une figure soit héroïque, soit le coupable idéal. Et le problème, c'est justement de passer à côté de toutes ces innovations organisationnelles collectives. Merci beaucoup. Thank you. Any other questions? I know Emma has one, or we'll go to Emma last. Oui, je peux intervenir. Yeah, Louise, please go ahead. Okay. Bonjour, merci pour cette présentation. Vous décrivez un processus qui est pas mal semblable à plusieurs pays. Ici au Canada, on a quand même, il faut comprendre que des administrations de la santé sont
provinciale. Alors, il peut y avoir eu des différences. Et il y en a eu, la Colombie-Britannique, par exemple, a mieux réussi la première vague parce qu'elle a compris tout de suite qu'il ne fallait pas déplacer du personnel d'une place à l'autre. Puis on a, je pense, la plupart des pays avons eu à peu près les mêmes problèmes, une très mauvaise gestion des soins de longue durée où étaient les personnes âgées. Alors, je pense qu'on est tous confrontés à ça. Ouais. Mais certains, tu as fait allusion là, à ces retours d'expérience. Comment se fait-il qu'ils sont si difficiles, mais en même temps, si on revient quand même sur la grippe espagnole, ben, il se passe plus ou moins toujours la même chose. Hein? Des savants qui cherchent, des politiciens qui se rabattent sur les mêmes interventions qui sont connues, c'est-à-dire le masque, la distance. Le problème, c'est toujours aussi la surcharge des hôpitaux parce qu'on n'est pas capable de contenir à quelle que soit l'époque, hein, même pour la nôtre, on n'est pas capable de contenir les soins. Puis en plus, ben, on a une science qui se fait en action. Alors, tu sais, quand même nos politiciens disent toujours la science, mais ce n'est pas la science qui écoutait. Bon, c'était toujours très politique. Hein. Je pense que c'est vraiment le savant et le politique là, qui est à l'œuvre. Et puis, en fait, la science, c'est plusieurs sciences extrêmement aussi pointues. Alors, c'est très difficile. Ce qu'on a besoin dans des crises comme ça, c'est de la capacité d'une science synthétique. Et ça, je pense qu'il y a des ratés assez grandes aussi un peu partout, là, nous assommer avec des chiffres de cas qui augmentent, les dénominateurs. On questionnait ça, tout le monde a été terrifié à un moment donné devant. Donc, je ne sais pas comment, dans votre recommandation de former vos ENA à la science, je pense qu'effectivement, c'est une bonne idée, mais en même temps, je ne sais pas trop comment ça peut être effectif, là. Qu'est-ce qu'on peut réellement faire? Et puis, il y a ce problème aussi de la coopération. Ça, c'est voit avec les vaccins, tous ces nationalismes. Pour les médicaments, c'est presque honteux, là. C'est en train de se passer. Alors, qu'est-ce qui bloque la capacité de se remettre en question et de tirer des leçons? Qu'est-ce qui fait que, puis la prochaine pandémie est peut-être plus proche, là, on ne sait pas encore combien de vagues, de nouveaux mutants, comment tout ça va jouer, le vaccin. Et puis, on sait quand même qu'il y a une influence considérable avec l'environnement, des pandémies. C'est probablement peut-être notre futur, là. Alors, quelle leçon on peut tirer de ça? Puis quel regard sociologique quelle question sociologique on peut faire à cette... moi, je suis un peu effrayée parce que je me sens dépassée. Je me dis, bon, qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de l'opinion, tu sais? Parce que c'est ça aussi, là, tout le monde met des opinions. Alors, comment on peut essayer de dépasser ça puis d'apporter notre contribution dans l'analyse de cette crise sanitaire? En fait, c'est des commentaires. Non, mais alors... Mais en tout cas, puis ça, c'est frappant aussi. Tous les États, en tout cas, qui peuvent se comparer, ils ont tous paniqué de la même manière. Ils ont tous minimisé. Ils ont tous paniqué. Puis à un moment donné, ça, c'est assez fascinant de voir comment ça se fait que ça a plus ou moins été contenu. Tu sais, peut-être parce que ça a dépassé tout le monde. Le seul contre-exemple, c'est enfin, hormis la Corée ou Singapour, même le Japon, hein, qui, pour ce qu'on a vu, a réussi pour le moment à
contenir avec en plus absence de moyens de dépistage en plus. Hein, donc, Ah oui? Et quel était qu'est-ce qui faisait que qu'ils ont pu contenir? Ben, ça reste une énigme. C'est une énigme le Japon pour le moment. Donc, je sais pas si... les chercheurs en santé publique disent que c'est parce qu'ils ont un système de traçage qui est beaucoup plus, qui est différent du nôtre, qui est plus, ils vont repérer l'événement contaminateur et ils vont serrer, alors que nous, on est plus sur, dès qu'on a un individu, on va essayer de regarder tous les gens avec qui il a été en contact. C'est pas exactement la même façon de tracer donc, je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, c'est ce que disent les médecins de santé publique, mais ça sera intéressant à observer. La Corée a bénéficié, entre guillemets, du SRAS et a mis en place tout un système qui, après, peut poser quand même question par rapport aussi à nos fonctionnements, par rapport au rapport aux données, à la contrainte que nous sommes prêts à accepter de l'État, etc. Donc ça, il y a d'autres choses, mais bon. Et puis l'Allemagne, lors de la première vague, mais lors de la deuxième vague, elle est un peu moins, elle semble s'en sortir un peu moins. Nous, ce qu'on dit par rapport à la science, évidemment, c'est pas justement en faire ce dont Emmanuel Macron se prévaut maintenant. On dit dans les journaux, c'est devenu un super épidémiologiste, il comprend tout le virus, etc. Bon. Malheureusement, j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait le cas, enfin, heureusement aussi pour les scientifiques. Sinon, ça voudrait dire qu'il n'y a pas besoin de tant d'études. Malheureusement, on annonce la troisième vague et le troisième confinement aujourd'hui, donc ils se seraient peut-être trompés. Donc on ne veut pas en faire des super experts, mais en revanche, justement, qu'ils comprennent les dynamiques scientifiques, c'est-à-dire qu'ils comprennent, et ils ne le savent même pas, qu'un champ scientifique, même pour une épidémie comme ça, il y a différentes spécialités, que faire venir des médecins et des modélisateurs à la table et pas faire venir d'autres spécialistes, ben ça a des conséquences, parce qu'ils apportent qu'un certain type de solutions pour lesquelles ils ont été formés, et du coup, il y a des options qui restent dans l'ombre, que la science, justement, c'est beaucoup d'incertitudes, et ça, on voit qu'ils ont beaucoup de mal avec ce concept-là, et donc déjà, les former à l'incertitude. Et donc, c'est plus vraiment comprendre les dynamiques scientifiques et justement les former vraiment à l'incertitude. Et nous, quand on a présenté ce livre dans certaines arènes, je me souviens, il y avait un directeur d'hôpital qui était formé dans la grande école qui forme les professeurs, les directeurs d'hôpitaux, qui dit mais oui, c'est vrai que nous, à l'école, on n'apprend que des certitudes, à faire des plans, des stratégies, etc. Et on ne sait pas, on ne nous apprend pas comment. Et donc ça, il y a des méthodologies quand même pédagogiques pour apprendre les décideurs à faire à partir de cas, à partir d'exercices, etc., à se frotter à l'incertitude. Et le deuxième point, c'est sur la coopération, c'est-à-dire qu'effectivement, ils sont formés, la plupart, à la coopération qui est essentielle, en disant ben, on va créer une organisation, on va créer une super stratégie et après tout va suivre. Et en fait, non. L'important, c'est de comprendre la complexité sociale dans laquelle, et d'anticiper la complexité sociale, parce qu'on ne peut pas tout anticiper, à laquelle ils vont être confrontés. Donc c'est juste ces déplacements-là, mais on n'est pas sûr d'y arriver, mais on essaye de... Là, on va être auditionné par le Conseil d'État, qui est un grand organisme de l'administration française, parce qu'ils ont lu le livre. Donc, petit à petit, peut-être qu'on va essayer petit à petit de convaincre ces éléments-là. It's so very interesting, and so really, recognizing the importance of a broader public health, population health, sociology of health perspective. It's remarkable how that is still not coming to the table. So I need to do my job as a moderator, and I will thank you so much, Patrick. This was wonderful, excellent questions. And I'm just going to pass it back to Emma just to close out. And I think, Emma, you have information about our next webinar as well. Yes, thank you very much, Patrick. That was really informative. I must confess that I have a question for you, but I'll send it separately, perhaps.
Some of the information was impenetrable to me because my French is so terrible, but thank you very much for the English slides because that helped a great deal. Yes, we have a couple of other webinars coming up, and one will be at the end of March. And that is, sorry, I'm just looking for the information right now. I think that's Jean-Louis Denis. It is Jean-Louis Denis, right. So, and the dates for that, do you have those to hand? I believe that that's March 25th. March 25th at 2 p.m. Eastern time, I believe. Yeah. So we'll be sending information about that out shortly to the networks, and that will also be a bilingual presentation. And Nancy Cote will be the moderator for that one. So we hope that you're able to attend that. Thanks again, Patrick. Thanks to you, Ivy, for moderating. And we'll hope to see you all again soon. Sounds great. Thank you. Cheers, Merci. everyone. Thanks. Yes. Merci, bonne continuation.